Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue. Il est 20h15, c'est Info Soir. Tout de suite, les titres de cette édition. Il n'a pas perdu de temps. À peine arrivé à la Maison-Blanche, Joe Biden s'attaque à déconstruire l'héritage de Donald Trump. Le 46e président des États-Unis signe 17 décrets pour faire face aux crises sanitaires, économiques, climatiques et celles des inégalités raciales. C'est un projet qui a pour objectif d'apporter une réponse scientifique aux problématiques liées à l'activité minière. Un accord a été signé entre le Maroc et la France pour la construction d'un laboratoire de référence international dans le domaine. À l'instar de nombreux secteurs, celui de la vente de voitures neuves a enregistré un coup de frein pour parler de cette année éprouvante et des prévisions pour 2021. Adil Bennani, le président de l'AEVAM, l'association des importateurs de véhicules au Maroc, est l'invité de ce journal. 5 ans après l'effroyable drame qui a frappé l'artiste photographe Leila Alaoui, l'Institut français de Marrakech expose des clichés de sa mère Christine Alaoui, des photos que Leila Alaoui avait elle-même choisies. 70s by Christina, c'est à découvrir dans la chronique de Samia Harris. Une série de décisions marquant une nette rupture avec le mandat de Donald Trump. Joe Biden, le 46e président des États-Unis, signe 17 décrets dans le bureau ovale devant les caméras, ce qui donne le ton de la politique que le nouveau président entend mener. Amina Mtral. Joe Biden s'est déjà mis au travail en signant 17 décrets présidentiels. Le nouveau locataire de la Maison-Blanche a commencé par les sujets qui lui tenaient à cœur, comme la gestion de la crise du coronavirus. Pour réparer les dommages causés selon lui par l'administration Trump, il faudra rendre le port du masque obligatoire sur toutes les propriétés du gouvernement fédéral. Compte tenu de l'état actuel de la nation, il n'y a pas de temps à perdre. Il faut se mettre au travail immédiatement. Comme nous l'avons déjà annoncé, nous signons un certain nombre de décrets dans la semaine. Et je commence aujourd'hui avec la crise combinée du coronavirus et de l'économie nationale. Une économie frappée de plein fouet par la crise du coronavirus. C'est dans ce contexte que le nouveau président prévoit un plan de relance de 1 900 milliards de dollars. D'autres priorités sont affichées par Joe Biden. Nous allons combattre les changements climatiques comme nous ne l'avons jamais fait jusqu'ici. Pour concrétiser cette promesse, Joe Biden a signé un décret qui lance le processus de réintégration de l'accord de Paris. Il a également commencé à détricoter la politique migratoire de son prédécesseur à travers notamment la suspension de la construction du mur à la frontière avec le Mexique ou encore l'annulation du décret qui interdit aux ressortissants de certains pays musulmans d'accéder au sol américain. Un double attentat suicide en Irak. Bagdad renoue avec la terreur. Au moins 30 personnes ont été tuées et 70 autres blessées lorsque 2 kamikazes se sont fait exploser sur un marché du centre de la capitale. Bagdad n'avait pas connu pareil acte de violence depuis 3 ans. Lorsqu'un attentat avait fait 31 morts au même endroit, il n'a pas encore été revendiqué. Mais tout porte à croire qu'il est l'œuvre des djihadistes de Daesh, rompus au mode opératoire du double attentat quasi simultané. Une violente tempête provoque des inondations au Royaume-Uni. Selon les médias britanniques, les résidents d'environ 2000 maisons de la région de Manchester sont en train d'être évacués. En plus des inondations, les habitants doivent également faire face à de fortes chutes de neige. La circulation des trains entre les grandes villes du nord de l'Angleterre est également suspendue. Les autorités assurent aux habitants que malgré le confinement décrété à cause du coronavirus, ils peuvent quitter leur maison en cas d'urgence. Le Royaume-Uni qui enregistre une recrudescence des décès avec 1610 morts du Covid-19 en 24 heures, un niveau jamais atteint depuis le début de la pandémie. Les campagnes de vaccination se poursuivent, mais 11 pays seulement concentrent 90% des doses injectées. Selon l'OMS, le monde est confronté à un échec moral catastrophique en raison des politiques inégales en matière de vaccins. En Inde, le plus gros fabricant de vaccins a été victime d'un incendie. 5 personnes sont décédées. Le fabricant a assuré cependant que sa production de vaccins contre le Covid-19 n'était pas touchée. Et en attendant le lancement de la campagne de vaccination au Maroc, la circulation du virus poursuit sa courbe durant ces dernières 24 heures. 1164 nouvelles contaminations ont été répertoriées, un intervalle durant lequel 33 décès ont été annoncés. Pour ce qui est des rémissions, 1346 guérisons ont été annoncées par le ministère de la Santé.
C'est un projet qui a pour objectif d'apporter une réponse scientifique aux problématiques liées à l'activité minière à travers le volet environnemental, économique et social. Un accord a été signé entre le Maroc et la France pour la construction d'un laboratoire de référence internationale dans le domaine. Rita Saha. Cet espace de recherche de la Faculté des sciences de Rabat est l'une des unités du laboratoire Amir, un projet réalisé en coordination entre le Maroc et la France, dans l'objectif d'étudier les enjeux, défis et solutions liés à l'activité minière responsable dans le royaume. La problématique de la mine, c'est un sujet très important au Maroc parce qu'aujourd'hui, la mine, les activités minières doivent concilier l'économie mais aussi le développement durable. Et c'est une nouvelle preuve, ce laboratoire, de la forte coopération en matière scientifique et universitaire qui existe entre la France et le Maroc. C'est d'une importance primordiale et stratégique pour notre pays car cela permettra à la fois de valoriser les ressources minières tout en préservant l'environnement. Le projet a été concrétisé à travers cet accord signé aujourd'hui entre les équipes scientifiques de l'Université Mohamed V de Rabat, celle de l'Institut national d'architecture et d'urbanisme de la capitale, en collaboration avec l'Institut français de recherche pour le développement. Le but de ce laboratoire est d'apporter une réponse scientifique aux problématiques liées à l'activité minière sur le plan environnemental, économique et social. Depuis les années 90, la demande mondiale en minerais connaît une forte croissance. Pourtant, cette activité peut représenter un danger pour l'environnement et avoir un impact socio-économique négatif. Ce projet va donc permettre d'étudier ces différentes données à grande échelle et proposer des solutions concrètes aux acteurs concernés. Restez avec nous à suivre en deuxième partie de ce journal. Expérience inédite, l'école à distance a suscité beaucoup d'inquiétudes de la part des parents et a constitué un véritable défi pour une majorité de professeurs. L'école à la maison entre réussite et blocage, nous ferons le point. Le Covid les a privés de scène, éloignés de leur public. Les humoristes ont dû redoubler de créativité durant cette période particulièrement troublante. Pour en parler, nous accueillerons dans un instant l'humoriste Jalil Tijani qui sera l'invité salon de ce journal. Mais avant cela, arrêtons-nous sur la réunion hebdomadaire des membres de l'exécutif. Les CRI étaient au menu du Conseil de gouvernement. La réforme des centres régionaux d'investissement est un chantier qui a déjà commencé à porter ses fruits. Une hausse de près de 50% du nombre de projets d'investissement accompagnés par les CRI a été enregistrée en une année, et ce, en partie grâce aux plateformes numériques. Les détails avec Amina Mdral. Depuis le lancement de la plateforme numérique des centres régionaux d'investissement, le traitement des dossiers est beaucoup plus rapide. Un constat fait aujourd'hui par Saadine Letmani en conseil de gouvernement. Cette plateforme a permis de diminuer le délai de traitement des dossiers d'investissement. Elle a également contribué à l'augmentation du nombre de projets d'investissement traités par les CRI à hauteur de 30%. Le chantier de réforme des CRI a été mené conformément aux directives de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Une loi a alors été promulguée pour conférer à ces centres une indépendance administrative et financière leur permettant de disposer de compétences plus larges. Objectif, accélérer le rythme d'autorisation des investissements. Les indicateurs montrent une hausse de près de 50% du nombre de projets d'investissement accompagnés par les CRI entre 2019 et 2020. Les délais moyens de traitement de ces dossiers ont également baissé. Ces délais sont passés de plus de 100 jours à moins d'un mois, de quoi consolider la confiance des investisseurs nationaux et internationaux envers l'administration et le climat des affaires au Maroc. À l'instar de nombreux secteurs, celui de la vente de voitures neuves a connu une année 2020 difficile. Le secteur a terminé l'année avec une baisse d'environ 20% par rapport à 2019. D'après les statistiques de l'Association des importateurs de véhicules au Maroc, un peu plus de 133 000 véhicules ont été vendus en 2020 contre un peu plus de 165 000 en 2019. Le mois dernier, les ventes des voitures neuves ont accusé une baisse de 2,28% par rapport à la même période de l'année précédente.
Pour parler de cette année éprouvante pour le secteur et des prévisions pour 2021, le président de l'AEVAM, l'association des importateurs de véhicules au Maroc, est l'invité de ce journal. Adil Benani, bonsoir. Bonsoir, alors pour commencer, certains pays pour cette année 2020 parlent d'une année qui a été perdue. Est-ce que c'est le cas aussi pour le Maroc? Oui, tout à fait. Alors tout d'abord, l'année s'est passée en 4 actes. Un premier trimestre où nous avons enregistré une baisse, mais parce que nous avons été en confinement à partir de mi-mars. Un deuxième trimestre très mauvais, parce que nous étions en quasi-arrêt, avec moins 90% de l'activité. Un troisième trimestre où nous avons remarqué une reprise de l'activité, avec une croissance moyenne de 10 à 12%. Et puis un dernier trimestre qui a été plutôt stable par rapport à l'année d'avant. Le tout combiné donne moins 20%. Moins 20%, c'est pas très mauvais quand on sait que pendant le creux de la vague, en avril, nous pensions, sans avoir la visibilité nécessaire, que le marché allait faire moins 40, moins 50%. On s'en sort à moins 20, c'est déjà très bien. Alors, si on devait décortiquer un peu le marché, est-ce qu'il y a des segments qui ont été plus touchés par cette crise? Si oui, lesquels? Alors, tous les segments, sans exception, ont été touchés par cette baisse. Alors, ça varie de moins 15 à moins 30 ou moins 40, mais un seul n'a pas connu de baisse, qui est le segment des monospaces. Pourquoi? Parce que les taxis, la subvention des taxis a repris, et donc le segment où se situe ce modèle-là a connu une croissance par rapport à l'année dernière, parce que l'année dernière, la subvention s'était arrêtée. Sinon, tous les segments, sans exception, ont connu une baisse. Alors, bien sûr, on le sait, les ventes dépendent de beaucoup de paramètres, notamment du pouvoir d'achat des ménages qui a considérablement baissé. Comment vous voyez cette année 2021? Est-ce que vos projections, elles sont plutôt optimistes ou pas? Alors, deux scénarios ici. Alors, le scénario optimiste qui est l'arrivée du vaccin, un retour à la vie normale le plus rapidement possible. Et bien entendu, nous serons sur une croissance parce qu'il n'y aura pas de confinement et les choses se passeront bien, c'est ce que nous souhaitons. Maintenant, si par manque de chance, on devait aller sur un autre confinement parce que les conditions sanitaires le nécessiteraient, là, ça serait problématique. Mais notre scénario central est celui d'une croissance d'environ 10% sur l'année 2021, ce qui ramènerait le volume à environ 155 000 véhicules. C'est moins que l'année 2019, mais ça reste quand même positif. Alors, le marché automobile mondial opère aujourd'hui un nouveau virage avec l'arrivée de nouveaux modèles électriques et hybrides. Est-ce que le marché et surtout les routes marocaines sont prêtes à accueillir ces nouveaux véhicules? Alors, comme vous le dites, c'est un virage, et c'est un virage très serré et très rapide, qui s'est accentué avec ce qu'on a vu pendant la crise du Covid. Toutes les marques, sans exception, ont des modèles hybrides ou électriques et vont avoir de plus en plus sur les années à venir. Et donc, nous serons obligés, quelque part, de renouveler nos gammes par la force des choses. Ce qui nous manque au Maroc, c'est deux choses. D'abord, un cadre incitatif propice. C'est une technologie qui coûte plus cher que la technologie normale, et dans tous les pays où ça a pris parce qu'il y avait un dispositif réglementaire et incitatif pour les acheteurs, pour compenser le premium technologique. La deuxième chose qu'il nous faut une infrastructure en matière de bornes de recharge. Alors l'hybride, c'est les deux moteurs thermiques et électriques qui fonctionnent, donc on peut ne pas recharger parce qu'on a un moteur thermique, mais quand il s'agit d'électrique pur, il faut qu'on ait des bornes de recharge. Et là, nous devons avoir au niveau étatique une feuille de route pour une mobilité propre. Nous militons au sein de l'AEVAM pour cela, parce qu'il y va de la disponibilité de ces modèles chez nous. Et il va arriver un moment, très très vite, où il n'y aura que ces modèles-là à vendre sur notre marché. Il y a un tout dernier point qui est la qualité de l'essence. Aujourd'hui, les normes de l'essence, du carburant au Maroc ne sont pas aux normes nécessaires pour faire que ces véhicules soient commercialisés chez nous. Nous travaillons là aussi activement avec le ministère de l'Énergie pour avoir une essence plus propre et des modèles plus éco-friendly. Adil Benani, merci pour cet éclairage. Merci à vous. Nous venons d'en parler, les ménages marocains ont baissé drastiquement leurs dépenses en 2020, minés par les effets du confinement et l'incertitude sur la stabilité de leurs revenus et du maintien de leur emploi. Les consommateurs ont dû par choix ou par obligation lever le pied sur les dépenses. Reportage à Casablanca de Aziz Majid et Jazil Hamel.
Pour Abdelrahman, les affaires semblent reprendre en ce début d'année. Ce commerçant du marché central de Casablanca fait partie de ceux qui n'ont pas pu garder leurs portes ouvertes aux clients durant le confinement, des clients qui n'étaient pas au rendez-vous en 2020. Les clients se faisaient rares, nous ne pouvions plus travailler comme avant, alors que la marchandise était à portée de main. Les citoyens ont subi en plus une crise financière. L'activité n'est pas la même qu'avant la crise, d'autant plus que les fruits de mer ne sont pas un produit très consommé en temps normal. Ce sont donc les produits de première nécessité sur lesquels les Marocains ont jeté leur dévolu. Au cours des 3 premiers trimestres de 2020, les achats des ménages se sont contractés de 43 milliards de dirhams. On a essayé de globaliser les achats, vous voyez. Alors en globalisation des achats, on achète ce qu'il faut. Avec la pandémie, j'ai pu épargner car je ne fréquente plus les restaurants, les cafés, je ne voyage plus. Le plus important était l'alimentation. Les Marocains ont placé 46 milliards de dirhams dans les comptes courants et les comptes sur carnet, de précieuses économies malgré un pouvoir d'achat en baisse. D'ailleurs, cette chute de la consommation est la première depuis plus de 2 décennies. Il y a une baisse importante qui est de l'ordre de 3-4%. Au niveau de la consommation, mais justement cette baisse s'explique justement par cette pandémie et s'explique aussi par les conditions générales de la pandémie au niveau donc des fermetures des frontières, de la limitation de la liberté de circulation, etc. Donc un certain nombre de facteurs qui ont fait qu'évidemment les ménages n'ont pas consommé comme d'habitude. Malgré un vaccin qui tarde et un virus qui a encore sa place parmi nous, les experts sont optimistes quant à l'envie des Marocains de reprendre goût aux dépenses. Un chiffre à présent, il concerne l'abandon scolaire. Le phénomène continue. Le ministère de l'Éducation nationale parle d'une baisse significative, mais le pourcentage demeure toujours très parlant. Le taux de la déperdition scolaire dans l'enseignement primaire est passé de 2,7% en 2018-2019 à 2,1% en 2019-2020 au niveau national. Plus de 76 500 élèves ayant quitté l'école. Expérience inédite, l'école à distance suscite interrogations et débats. Nécessité sanitaire pendant cette crise, ce mode d'enseignement a suscité beaucoup d'inquiétudes de la part des parents et constitue un véritable défi pour une majorité d'enseignants. L'école à la maison, entre réussite et blocage, c'est un reportage de Issa Charqi et Mohamed Chima. Entre cours à distance et en présentiel, Sarah choisit sans hésitation d'aller en classe. Une méthode certes classique, mais qui lui permet de mieux assimiler les explications des professeurs. Et afin de permettre aux étudiants d'assister physiquement aux cours, pandémie oblige, le volume horaire a été revu à la baisse. Un changement notable pour les élèves comme pour leurs parents. Au lieu de recevoir des professeurs 70% d'informations, ce n'était que 50%. Et nous sommes responsables du reste. Même s'ils ont doublé leur effort et bien fait leur travail, mais ce n'était pas suffisant. Nous avons senti un grand changement depuis qu'ils étudient à mi-temps. En effet, le volume horaire des cours a été réduit de moitié. Certains étudient un jour oui, un jour non, et d'autres une demi-journée. Avec un programme scolaire inchangé et une baisse des heures de cours, certains établissements ont opté pour l'enseignement en groupe restreint, tout en gardant le même volume horaire afin de maintenir un rythme de croisière raisonnable. L'enseignement à distance, qui nécessite plus de moyens, notamment techniques, reste quant à lui quelque peu difficile à assurer. Au lieu d'avoir des groupes avec 25 personnes, maintenant on se retrouve avec des groupes maximum 16 personnes pour pouvoir respecter cette distanciation sociale. Et ça nous a permis de ne pas toucher le volume horaire des cours, le volume horaire réservé aux différentes matières. Cette méthode de cours à distance nécessite une certaine approche et des moyens spécifiques, ce qui la rend difficile à gérer. Selon le ministère de l'Éducation nationale, l'enseignement hybride serait amené à être maintenu après la crise sanitaire. Pour rappel, ce modèle repose sur une approche mixte, présentiel en groupe réduit pendant 3 jours par semaine et distanciel pour le reste.
Nous ouvrons la page culturelle avec le Journal des Arts et la chronique de Samia Harissi. Samia, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous nous présentez ce soir 70s by Christina, une exposition chargée d'émotions et de souvenirs. Oui, une exposition, Yassine, que je qualifierais de touchante, de profondément touchante. D'abord parce que c'est en quelque sorte un hommage rendu à Leïla Alaoui, dont la courte vie a été intensément liée à l'art et à la beauté. Un hommage rendu dans un espace qui porte désormais son nom, le théâtre Leïla Alaoui à l'Institut français de Marrakech. Un hommage émouvant qui s'ajoute à de nombreux autres rendus cette année à l'artiste disparu, notamment à la foire d'art contemporain africain, à la foire d'art africain contemporain A54 qui s'est tenue en octobre dernier et qui lui a consacré une rétrospective. Et elle a disparu il y a 5 ans, presque jour pour jour, dans un attentat terroriste à Ouagadougou alors qu'elle effectuait un reportage photo pour Amnesty International, un drame qui a interrompu une brillante et talentueuse carrière de photographe à la sensibilité à fleur de peau. Leïla était de toutes les causes humanitaires. Ses portraits avaient une forte dimension picturale. Et ce qu'on sait moins, c'est que la mère de feu Leïla Alaoui, Christine, est aussi photographe. Leïla, avant sa disparition, avait sélectionné des clichés de sa maman et lui avait dit « Écoute, il faut absolument que tu les exposes et ton exposition aura pour titre 70s by Christina, le surnom que lui avait donné Yves Saint-Laurent. 5 ans après, les dernières volontés de Leïla se concrétisent à travers une exposition qui s'est ouverte hier. Christina by 70s a un parfum vintage qui met en scène le Maroc et le monde des années 70. Des clichés surannés en noir et blanc pour la plupart, chargés de poésie, que vous pourrez encore découvrir jusqu'au 16 juin. Et on écoute Christine Alaoui nous parler de cette exposition Souvenirs. C'est un hommage à Leïla, en fait, dans le cinéma Leïla Alaoui. Donc c'est un lieu symbolique parce que Leïla a passé toute sa jeunesse ici. Elle était dans ce lycée, à l'école Renoir. Et donc elle est venue souvent ici faire des spectacles, regarder des films. Elle a même assisté à une pièce que son père a jouée ici. Donc c'est vraiment un lieu où elle a passé beaucoup de temps quand elle était petite. En fait, j'ai toujours fait de la photographie. Et quand mes enfants étaient petits, ils développaient les tirages en labo avec moi. Donc voilà, je pense que Leïla a pris ce goût de la photographie avec moi. Et on va parler, Samia, 7e art maintenant, avec le tournage d'un film qui fait déjà parler de lui. Il s'agit du 26e long métrage de Martin Scorsese, dont le tournage commence le mois prochain, Killers of the Flower Moon, titre du roman au titre éponyme de David Grann, un western qui a pour théâtre l'Oklahoma des années 20. Le film traite de l'histoire des Osage, une tribu indienne dont le territoire peu enviable et caillouteux et sec devient objet de convoitise après qu'on y découvre du pétrole. Et les Osage, on s'en doute, vont se faire massacrer pour cette heure noire. Martin Scorsese réunit dans Killers of the Flower Moon ses acteurs fétiches, Robert De Niro et Leonardo DiCaprio. Et on y retrouve le thème de prédilection du réalisateur de Taxi Driver, les codes sociaux, la violence inhérente à ce qu'on appelle communément la civilisation Yassine. Et on passe, Samia, à présent à l'agenda culturel. Et on commence avec une veillée littéraire, une veillée de lecture, Yassine, une veillée que vous pourrez suivre sur les réseaux sociaux ou en présentiel jusqu'au 23 janvier à l'espace d'art Artorium à Casablanca. Le musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain rend hommage au regretté Mohamed Mlihi le 2 février. L'Arabie Chorkaoui expose du 9 février au 12 mars à la galerie Atelier 21 à Casablanca. Et les artistes de la région de l'Oriental sous les projecteurs tous les 21 de chaque mois sur la page de l'Institut français d'Oujda dans les réseaux sociaux. Et enfin, My French Film Festival, organisé par l'Institut français à suivre jusqu'au 15 février dans les réseaux sociaux. Merci Samia, on vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Journal des Arts. On va à présent parler des humoristes. La pandémie est une période particulièrement troublante pour eux. Elle ébranle leurs pratiques et leurs processus créatifs. Ils ne peuvent plus se produire comme avant. Le Covid les a forcés à diversifier leur activité. Privés de scène, éloignés de leur public, ils ont dû redoubler de créativité et parfois écrire des sketchs plus engagés, il faut dire bien alimentés par le caractère très particulier de l'actualité en ce moment. Et parmi
parmi ces artistes, on reçoit ce soir Jalil Tijani, un jeune homme plein d'humour, de sincérité et de lucidité. Il a su en très peu de temps conquérir le public marocain avec son premier spectacle, Jeux de société, avant la pandémie. Toutes ces représentations ont fait salle comble. Ouais, je te disais, tu sais, j'ai honte de le dire, mais c'est Et Jalil Tijani est l'invité salon de ce journal. Jalil, bonsoir, et bienvenue. Bonsoir, merci pour Alors, l'invitation. pour commencer, en tant qu'humoriste, comment est-ce que vous vivez cette période très particulière? Bien, très bien. Non, évidemment, c'est très particulier. Le ciel nous est tombé sur la tête, comme tout le monde. Mais bon, là vraiment, pour les gens qui avaient une activité scénique, c'est vraiment très déroutant. Donc, il a fallu du temps pour se réajuster et voir comment j'allais trouver ma place dans tout ça. Et voilà, j'espère qu'on va trouver des solutions, puisque les théâtres sont vides. Hein, je ne sais pas, les grandes surfaces sont pleines à craquer, donc peut-être qu'il y a un partenariat à faire. Entre les deux je jouerai très bientôt mon spectacle à Marjane. Alors, au rayon on va poisson. malheureusement citer de marque. Parlons de votre spectacle, Jeux de société. Comment est-ce que vous le définiriez? Jeux de société, techniquement, c'est une galerie de personnages donc, qui représente plusieurs franges de la société marocaine. Bien sûr, c'est un spectacle humoristique, donc c'est une satire. Et je dirais que c'est un spectacle qui représente tous les étonnements et les rencontres que j'ai pu faire dans cette merveilleuse société dans laquelle j'évolue. Alors, est-ce que c'est un spectacle qui a été très calibré ou est-ce que vous faites place à une partie d'improvisation? Je laisse toujours la porte ouverte pour de l'improvisation, mais le spectacle est écrit. Surtout dans le rire, il y a la question du tempo, il faut que ce soit, c'est un peu comme une partition. C'est-à-dire que si on rajoute un mot ou une petite locution en plus, ça ne marche pas. Donc c'est important que ce soit écrit. Ah, c'est moi. Alors, votre humour, comment est-ce qu'on pourrait le définir? Mon humour, je pense que l'humour a vocation à être un peu subversif parfois. L'humour est là pour venir questionner. Je pense que c'est aussi un humour d'observation. Donc ça m'intéresse beaucoup d'arriver à être dans une justesse d'observation. Et quand ça rit dans une salle, c'est qu'on a réussi à toucher quelque chose que les autres aussi ont vu. Donc ouais, je dirais ça. Voilà. Alors, parlons de la création. Quand écrivez-vous? Alors, concernant ma daily routine, parce que j'ai une daily routine moi aussi. Alors, je fais mon sport le matin. Ensuite, j'essaie Mais plus sérieusement, quand est-ce que vous écrivez? Alors, j'essaie vraiment de m'imposer d'écrire le matin après le sport. D'accord. Et vraiment, ce qui est très important pour moi, c'est d'arriver à caler une plage horaire sur laquelle je peux travailler, où je m'interdis de bouger pour essayer de convoquer, parce que l'inspiration, c'est très capricieux, quoi. Ça ne se laisse pas capturer facilement, donc j'essaye de m'imposer ça, et après j'essaie de changer d'endroit au maximum, de ne pas rester assis, de ne pas rester figé, de faire des marches dans des parcs et tout. Alors on l'a dit, les salles sont fermées, ouais. Beaucoup ont trouvé un espace dans les réseaux sociaux. Quel est votre rapport avec les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux, alors je passe du temps quand même sur les réseaux sociaux. Déjà, c'est une plateforme de haute inspiration pour moi. Après, moi, je ne suis pas très présent sur les réseaux sociaux, honnêtement. Il y a un côté éphémère, et notamment à travers les stories et tout ça, qui, moi, ne correspond pas trop à mon style, parce que comme un ami me disait dernièrement, il me disait « tu as une digestion qui est lente ». J'ai une digestion qui est assez lente artistiquement, j'ai besoin de prendre mon temps pour traiter un sujet, d'être sûr de l'avoir traité complètement et tout. Donc voilà, mais forcément c'est un super outil et c'est une super plateforme, quoi. Un dernier mot pour terminer sur vos Ouais. projets à venir. Justement, la transition est toute faite, puisque là je n'ai pas trop de choix, donc je vais me mettre au digital. Pour le plus grand plaisir de mes producteurs. Covid oblige. Covid oblige, donc on va passer au digital. Il y a bien évidemment une série de nouveaux sketchs que j'avais écrits, que je réservais pour la scène, en espérant les mettre dans mon second spectacle. Et j'ai pris la décision, qui était un peu difficile, mais de les filmer et d'en faire des sketchs filmés. C'est
c'est l'occasion aussi d'expérimenter d'autres manières de se reconvertir sur les réseaux sociaux. Exactement, exactement. En tout cas, on vous souhaite autant de succès que celui que vous avez eu quand vous étiez en scène. Merci. Merci à vous. Merci. On termine avec ces initiatives qui donnent naissance à des produits étonnants. Sur ces images, il est question d'un dénommé Smart Mask, un masque intelligent. Son objectif est double, répondre à des impératifs de protection tout en étant une solution aux problèmes environnementaux liés à l'utilisation des masques jetables. Et puisque de toute évidence, on ne se débarrassera pas des masques faciaux pendant un bon bout de temps, en France, la ministre déléguée en charge des sports a affirmé que des masques spécialisés pour la pratique sportive était à l'étude. Une commercialisation est espérée pour le mois de mars. Si ces masques sont approuvés dans l'Hexagone, cela permettra la réouverture des salles de sport et la reprise des activités pour les mineurs et les adultes en milieu fermé. Avant de nous quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce journal. Il n'a pas perdu de temps. À peine arrivé à la Maison-Blanche, Joe Biden s'attaque à déconstruire l'héritage de Donald Trump. Le 46e président des États-Unis signe 17 décrets pour faire face aux crises sanitaires, économiques, climatiques et celles des inégalités raciales. C'est un projet qui a pour objectif d'apporter une réponse scientifique aux problématiques liées à l'activité minière. Un accord a été signé entre le Maroc et la France pour la construction d'un laboratoire de référence international dans le domaine. À l'instar de nombreux secteurs, celui de la vente de voitures neuves a enregistré un coup de frein. Pour parler de cette année éprouvante et des prévisions pour 2021, Adil Benani, le président de l'AIVAM, l'association des importateurs de véhicules au Maroc, était l'invité de ce journal. 5 ans après l'effroyable drame qui a frappé l'artiste photographe Leïla Alaoui, l'Institut français de Marrakech expose des clichés de sa mère, Christine Alaoui, des photos que Leïla Alaoui avait elle-même choisies. Dans sa chronique, Samia Halissi nous a fait découvrir 70s by Christina. Voilà, c'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.ma et sur l'application My2m. Le prochain journal El Messaïa vous sera présenté par Hussein Ozig demain et tout ce week-end. C'est Wedja Dadda qui vous accompagnera. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver lundi si tout va bien. Excellente soirée à tous.